Allô, allô, oui, ça marche. Bon, il y a un peu de perte en ligne là. Je pense qu'il y en a qui sont encore en train de regarder la mer et le phare du bout du monde. On est pas mal au niveau timing. Je vais inviter Pascal Dalicieux d'EDF à nous rejoindre. J'espère qu'il est là. Oui, super. Donc là, on va entrer dans le vif du sujet de Smart Réno. Donc là, on va parler du volet 1. Et donc qualifier et fiabiliser la rénovation, maîtriser la performance en rénovation, comment évaluer les défauts de mise en œuvre. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Allez, c'est parti. Alors, c'est jamais simple d'intervenir juste après le déjeuner. Ah ouais. Et en plus, là, j'ai l'impression que vous me regardez parce que c'est de ma faute si vous n'avez plus la vue sur l'océan. Enfin, bref, il y a une pause et vous allez pouvoir le retrouver. Alors, je vais utiliser effectivement la zapette. Non, ça marche pas. Il faut que je fasse quelque chose d'autre. Le vert, normalement, Peut-être que je le pointe vers vous, non? normalement, ça devrait. Essayez de vous mettre plus au milieu, voir si, ouais, si c'est bon. Alors, c'est pas la première page, mais c'est pas grave. Voilà. Donc effectivement, Florian l'a bien résumé ce matin. Donc le programme s'est réparti en 3 volets. Et donc moi, je vais vous présenter en 15 minutes 3 ans de travaux, 7 équipes. Donc évidemment, ça va être un peu coupé, quoi. Il n'y aura pas forcément la totalité, vous l'imaginez bien. Donc le volet 1 sur fiabiliser la rénovation. En fait, donc le travail s'est réparti en deux familles de travaux. Une famille qui concernait les défauts d'isolation thermique, hein, les comprendre, les expliquer, en mesurer l'impact énergétique, et puis identifier les causes pratiques de ces défauts. Et puis il y a eu toute une partie sur la maîtrise de l'humidité relative et comment fiabiliser avec des approches scientifiques et développer des approches simplifiées pour mieux considérer cette grandeur qui est l'humidité relative, qui est quand même souvent l'ennemi dans les travaux de rénovation. Alors, l'organisation du volet 1, c'est un certain nombre de tâches, hein, c'est 7 tâches, avec des livrables bien sûr, et des responsables par tâche. Et il y a eu évidemment tout au long de l'organisation des points techniques, des points d'avancement qui se sont faits avec toute l'équipe, alors évidemment à chaque fois en visio, mais ça a plutôt bien fonctionné. Donc en fait, les différentes tâches, c'est l'analyse bibliographique, on va y revenir rapidement, des mesures comparatives, des mesures au labo, une analyse par modélisation, une compréhension de comment corriger ces défauts et comment arriver à des conseils pour en réduire les effets. Un calage des approches scientifiques, donc ça c'est sur le volet humidité relative, avec 5 laboratoires qui ont travaillé en parallèle. Et puis un travail sur les outils pratiques à transférer vers la filière pour que cette grandeur qu'est l'humidité relative soit mieux considérée dans les gestes de rénovation. Et puis bien sûr une phase de dissémination, puisque tout ça n'a pas d'intérêt si on ne communique pas tous ces résultats à l'extérieur. Alors, dans ces tâches, en petit et en haut à droite, il y a quand même la tâche que j'ai reportée ici, parce qu'à elle toute seule, ce n'était pas la peine d'en faire une page, mais en tout cas l'analyse biblio, qui nous a permis d'identifier des couples défauts-solutions, afin de les dimensionner, afin de les chiffrer, afin de calculer leur impact énergétique. Parce qu'on a beau dire une trappe de comble mal posée, mal étanchée, évidemment ça va être une perte énergétique, mais combien? Et si on voulait effectivement après coup la modéliser, pour pouvoir avoir après un calcul de l'impact énergétique de ce phénomène sur un parc de bâtiments, faut en comprendre le fonctionnement et surtout la dimensionner. Donc dans cette tâche mesure comparative, il y a eu 2 laboratoires d'utiliser. Le laboratoire TIPI, en haut à droite, dans lequel un essai qui consistait à entreposer de l'isolant à l'extérieur du chantier dans son emballage, mais n'empêche entreposer dehors avant la pause. Alors là, c'était de mémoire 4 semaines avant la pause. Et donc l'isolant a pris un peu d'humidité, forcément. Et puis une autre moitié de l'isolant était stocké dans des conditions meilleures, à l'intérieur d'un bâtiment, d'un local. Et on a posé sur la façade du bâtiment
une moitié d'isolation par l'extérieur, qui était ce qu'on appelle la partie viciée, donc humidifiée, on va dire, et puis la partie non viciée, et de comparer énergétiquement et de comparer sur des critères physiques l'impact de ce stockage en extérieur. Et puis dans l'autre laboratoire que vous voyez sur la figure, qui ressemble un peu à un paquebot, là, donc ça c'est un laboratoire qui est aux Renardières, donc de DFR&D, dans lequel il y a des cellules jumelles, à la fois en rez-de-chaussée et à la fois en comble, et on a reproduit les fameux couples défauts-solutions qui ont été identifiés dans l'analyse biblio. Et donc les défauts en question, alors c'est, je ne sais pas si j'ai un pointeur là, oui, voilà. Donc, alors c'est pas avec une trappe complètement ouverte, hein, je vous rassure. C'est la seule image que j'ai trouvée, mais on a identifié l'impact ici dans 2 cellules, donc qui sont bien sûr en comble, l'impact d'une trappe mal posée, mal étanchée, mal isolée. Il y a eu plusieurs configurations. Je ne vais pas les détailler toutes, mais on a identifié plusieurs séquences de fonctionnement au niveau de cette mauvaise mise en œuvre d'une trappe de comble. Et puis on l'a comparé à la cellule complètement identique, qui est juste à côté, avec un faux plafond qui lui était complet, donc sans trappe du tout. Donc ça veut dire que parfaitement étanche, parfaitement isolé, représentant une trappe parfaitement mise, mais on ne pouvait pas faire mieux parce qu'il n'y avait même pas de trappe. Donc voilà, donc ça c'est un exemple d'essai. Ensuite, on a un essai qui consiste à avoir représenté ici donc les deux façades orange, une isolation thermique par l'extérieur posée dans des conditions sur un granulat un peu rugueux, et du coup une lame d'air était possible entre le mur lourd et l'isolant, et donc un passage d'air, et on verra l'effet de cette mauvaise mise en application d'une ITE. Alors, si je reviens dans les combles, il y a eu aussi un essai qui a consisté à regarder quel était l'effet thermique de l'absence d'un écran de sous-toiture. L'écran de sous-toiture en rénovation, il est d'une part pas obligatoire, mais il est surtout vendu, ou en tout cas expliqué comme étant un écran permettant d'éviter l'entrée de pluie, de neige quand le toit a une faible pente. Mais on va montrer qu'il a aussi un effet thermique, et que si on mettait en avant qu'il a aussi un effet thermique, peut-être qu'en le rendant un peu obligatoire dans les rénovations de toiture, ça aurait un intérêt non négligeable. Et ça, on l'a essayé donc de le chiffrer. Et le dernier essai, c'est un essai consistant à regarder l'impact énergétique d'une fenêtre en rénovation mal posée. Donc ces défauts, bien sûr, ils ont été identifiés dans l'étude biblio et puis validés par l'agence qualité construction. On ne les a pas choisis au hasard. Mais en l'occurrence, là, la fenêtre mal posée, c'est vraiment ce qu'on observe sur le terrain. Je l'ai observé moi-même pas plus tard que lundi, en étant par hasard dans une pièce où un artisan posait une fenêtre. Et il me disait effectivement, le joint, le compribande qui est mis autour de la fenêtre, ben, il connaît des collègues qui ne le mettent pas, parce que de toute façon, une fois que la pose est terminée, ça ne se voit pas. Il gagne du temps et le résultat final est le même. Donc on va voir que d'un point de vue énergétique, le résultat final n'est pas du tout le même. Voilà, donc ça c'est un peu la page qui permet de présenter l'ensemble des essais. Là je vais passer rapidement parce que je l'ai déjà un peu dit. Donc ça c'est l'essai qui s'est réalisé à ETP avec la façade isolée, avec une moitié viciée, autrement dit avec un isolant qui avait pris l'humidité et l'autre sans humidité. Sur la plateforme Tipeee à La Rochelle. Là, j'ai pris un seul graphe. On a évidemment beaucoup de données, beaucoup de mesures. Ce n'était pas facile d'en choisir un, mais en tout cas, là, c'était pour visualiser que même 9 mois après, donc là, c'est le côté isolé avec l'isolant qui a pris l'humidité, et là, le côté avec l'isolant qui était bien stocké. On voit bien que même 9 mois après, quand on trace humidité relative, température, on a globalement, même si donc, vous ne voyez peut-être pas bien, mais chaque couleur représente un mois dans l'année 2021, on a bien, au bout des 9 mois, toujours un isolant plus humide dans la partie viciée. Et puis, beaucoup de mesures ont été réalisées dans cet essai. Ce n'est pas très facile à le voir, mais en tout cas, on voit bien que le delta T de part et d'autre d'isolant n'est pas le même entre l'isolant humide et l'isolant pas humide. Et avec ces écarts de température, on peut calculer l'impact de cette humidité sur la conductivité thermique de l'isolant. Et donc ici, on a une courbe qui trace le ratio entre le lambda de l'isolant humide, de la pièce avec l'isolant humide et de la pièce avec l'isolant bien stocké. Et on a 4%
au bout du compte, hein, de majoration de la conductivité thermique. Donc on imagine tout de suite l'effet, bien sûr, sur l'énergie consommée par ce bâtiment. Et puis ça sera complété avec de la modélisation par la suite. Le deuxième essai dont je vous ai parlé, c'est la trappe de comble. Là, ça se passe de tout commentaire, hein. On compare l'énergie consommée par la pièce avec une trappe qui est plus ou moins fuyarde, avec différentes séquences. Et puis on regarde et on regarde l'énergie consommée au bout du bout. Là, c'est sur 5 mois quasiment. Et on voit bien que la cellule avec défaut a une énergie consommée qui s'envole un peu par rapport à la pièce dans laquelle il n'y a pas de défaut de trappe de comble. Mais encore une fois, ça paraît trivial, mais l'idée, c'était bien sûr de le calculer, de le représenter, de le mesurer et surtout d'en faire une modélisation derrière. Ce n'était pas simplement de faire cet essai-là qui, en soi, n'a pas beaucoup d'intérêt. L'intérêt, c'est vraiment de modéliser l'impact d'un défaut de pose de comble, de trappe de comble, pour regarder comment ça peut avoir un impact important à l'échelle d'un bâtiment complet ou d'un parc de bâtiments. Ensuite, le deuxième essai dont je vous ai parlé, c'est l'écran de sous-toiture. Donc ici, il y a normalement un écran de sous-toiture. Alors il a été mis ou pas mis, donc c'est dans les deux cellules qui sont en haut. Et on voit bien que la température entre les deux couches d'isolant, quand il y a un écran de sous-toiture posé, ce n'est pas la même que dans la même pièce à côté avec l'oubli de l'écran de sous-toiture. Et on voit bien, alors mon échelle n'est pas bonne, mais là il y a 2 degrés d'écart hein, ici, entre avec et sans écran de sous-toiture. Donc on comprend bien que l'effet je protège mon bâtiment ou mon isolant contre la pluie ou la neige, il n'y a pas que, puisque même thermiquement, c'est très important d'avoir un écran de sous-toiture. Et pareil que la courbe précédente, donc là, sur la consommation d'énergie de la dite des deux pièces, on voit bien qu'il y a un effet, bien sûr, sur la consommation d'énergie entre j'ai un écran de sous-toiture et j'ai oublié de le mettre. Le dernier essai donc, concernant ce labo, ça a été sur la fenêtre. Donc ici, en rouge, on représente les différentes séquences qu'on a opérées, c'est-à-dire j'ai oublié carrément le joint sur tout le pourtour de la fenêtre, je l'ai oublié qu'en partie verticale ou je l'ai oublié qu'en partie horizontale. Et là, j'ai pris une séquence, je crois que ça correspond à celle-là, où on regarde en termes de puissance thermique l'impact de justement l'absence de ces joints sur la pose de la fenêtre. Donc il y avait donc une fenêtre avec joint et une fenêtre sans joint. Et là, on voit bien que la puissance thermique générée, parce qu'effectivement là donc c'est la fenêtre bien posée, on voit bien qu'elle n'a pas de puissance correspondant à une infiltration parasite d'air extérieur, alors qu'effectivement la fenêtre avec défaut, c'est assez criant, on voit bien qu'il y a un effet thermique non négligeable, et ça correspond à un débit moyen de 20 mètres cubes heure. Donc en fait 20 mètres cubes heure, c'est presque le double d'une entrée d'air classique. Donc en fait ça veut dire qu'on a en plus de l'entrée d'air, une entrée d'air parasite qu'on ne maîtrise pas et qui est loin d'être autoréglable et qui est d'un même ordre de grandeur, quoi. Donc on a évidemment un refroidissement ou en tout cas une perte d'énergie du bâtiment. Ensuite, oui, donc c'était pas le dernier. Donc l'isolation thermique par l'extérieur, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que c'est cette photo, mais c'est le socle du bas de l'ITE donc qui permet de poser l'isolant. Là, c'est l'enduit qui est très grossier, mais qui existe dans la vraie vie, hein, des façades de bâtiments avec un enduit dont la rugosité est de l'ordre du centimètre, ça existe. Du coup, quand on pose l'isolant, on a une lame d'air qui existe entre l'isolant et le mur existant. Donc là, on est à l'extérieur et là à l'intérieur. Et cet espace laisse circuler un passage d'air. Et ce passage d'air, évidemment, il est préjudiciable à l'efficacité de l'ITE parce que dans cette circulation d'air, c'est un petit peu comme si on avait oublié l'isolant, parce que du coup, on se retrouve avec une température, alors qui n'est pas la température extérieure, mais en tout cas qui est une température plus froide que celle que l'interface devrait avoir quand l'ITE est bien posée. Et du coup, on a comparé à la fois cette température-là, entre cette configuration-là, donc ici, avec une ITE mal posée et une ITE bien plaquée contre le mur. Et puis, on a aussi mis des flux-mètres, donc ici, côté intérieur, de manière à mesurer en direct le flux thermique passant par la façade avec défaut ou sans défaut. Et quand on regarde l'évolution des températures, donc là c'est pareil, c'est sur une séquence de plusieurs jours, plusieurs mois même, on voit bien que la température ici, donc avec le défaut, elle est toujours plus basse que la température dans la même configuration, mais quand l'isolation est bien plaquée. Et en termes d'énergie,
On a ici retracé une petite séquence de ce que représente le flux-mètre. Alors c'est des toutes petites grandeurs, hein, c'est un peu chahuté, mais on voit bien que le flux-mètre de la pièce avec défaut, bah, il laisse passer plus de flux de chaleur que le flux-mètre avec la pièce sans défaut. J'essaie d'aller vite pour ne pas déborder. Alors, après, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, le vrai intérêt de cette séquence expérimentale, c'est d'en déduire des modèles. Donc là, en fait, pour faire court, toutes ces pertes de puissance, toutes ces pertes d'énergie, elles ont été assimilées à une perte thermique. Et pour une partie d'entre elles, j'entends l'essai où l'isolation thermique extérieure était humide, l'isolation thermique mal posée, et puis l'écran de sous-toiture, ça revient à une réduction d'épaisseur d'isolant. C'est comme si on avait mis une partie d'isolant qui n'est pas efficace. Et donc, en gros, c'est comme si au lieu de mettre 20 cm, on n'avait mis que 15. Enfin, je caricature, mais c'est un petit peu ça. Et puis, il y a un autre type de modèle qu'on a appelé modèle avec débit enthalpique, où là, les pertes d'énergie entre la pièce avec défaut et la pièce sans défaut peuvent s'apparenter à un débit d'air parasite. Hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc c'est le cas de la trappe de comble où on a vraiment une entrée d'air qui occasionne bien sûr une perte d'énergie. Et puis c'est le cas aussi pour l'essai sur la fenêtre où on a une entrée d'air carrément parasite, mais qui est nette. Donc en fait, dans ces différents cas de figure, on a identifié ces deux familles de modèles, hein, un type résistance thermique et l'autre type débit enthalpique. Et puis l'idée, bien sûr, c'est de modéliser ça donc à l'échelle du composant, ça c'est terminé, de le faire à l'échelle du bâtiment, c'est en cours, et pareil à l'échelle d'un parc de bâtiments, pour mieux comprendre l'impact de tous ces défauts sur ce qu'on croit être des validations, enfin sur ce qu'on croit être des rénovations efficaces et qui des fois le sont pas, bien sûr. Ensuite, on a dans ce volet, il y a eu toute une partie qui a consisté à essayer d'analyser les causes de ces défauts et d'essayer de définir des procédures qui permettent de les réduire, enfin, de les éviter ou de les réduire. Et donc ça, c'est un rapport, un livrable qui est en cours, qui va permettre d'analyser à la fois les causes techniques, à l'origine des défauts, hein, une isolation exposée à la pluie, bah, c'est un défaut d'organisation parce qu'il ne devrait pas être exposé à la pluie pendant 4 semaines avant de démarrer le chantier. Un manque d'étanchéité périphérique, donc ça c'est pour la fenêtre. Donc je vous citais l'exemple de l'artisan qui me confirmait qu'il avait quand même déjà vu des chantiers où c'était bien le cas, donc on n'a pas inventé ça. Et puis une analyse des raisons expliquant les causes, hein. Soit le système est mal conçu, soit il y a un manque de formation, on en a déjà un peu parlé ce matin, soit une recherche de gain de temps parce que voilà, il faut faire vite. Et du coup, on essaye de dresser dans ce livrable à la fois les causes techniques, les raisons qui les expliquent, et puis des pistes d'amélioration pendant la pause, hein, pour essayer d'avoir des outils de contrôle, d'autocontrôle qui tout de suite sur le chantier permettent de faire mieux. Et puis des méthodes ou des outils qui permettent après coup, c'est un peu tard, mais en tout cas c'est mieux que de ne pas le faire, de détecter les défauts et puis d'en déduire des mesures correctives. Alors après, il y a une grosse partie donc, que j'avais qualifiée partie humidité relative, hein, qui a consisté à faire des essais avec les 5 laboratoires cités ici, des essais sur des matériaux pas toujours connus, et notamment en rénovation. On se retrouve sur des configurations où tous les matériaux qui ont été utilisés par des décennies qui nous précèdent ne sont pas forcément connus par rapport aux matériaux utilisés par la construction neuve. Et donc là, cette phase a consisté à mesurer les caractéristiques hygrothermiques de tous ces matériaux, donc une majorité pas connue, hein, avec des méthodes scientifiques également pas toutes connues. Il y a 2 nouvelles méthodes. Et donc on a fait travailler tous ces laboratoires. Il y a près de 160 essais expérimentaux. Et il y a une partie modélisation dont l'objectif était d'intégrer et de modéliser les phénomènes d'hystérésis de sorption, d'intégrer les nouvelles valeurs des coefficients de diffusion à la vapeur et de perméabilité relatifs au gaz avec cette fameuse coupelle modifiée, donc qui est un instrument qui permet de mesurer les caractéristiques hygrothermiques avec une différence de pression, et puis d'identifier la perméabilité relative au liquide par une méthode inverse. Donc voilà, donc ça c'est un gros travail qui a mobilisé beaucoup d'équipes, beaucoup de monde, beaucoup de temps, et qui s'est donc appuyé sur un certain nombre de méthodes de mesure
qui certainement pour un certain nombre d'entre vous est très parlant et peut-être d'autres un peu moins. Donc des méthodes gravimétriques, une méthode volumique, une méthode de la coupelle modifiée, qui n'a pas posé zéro problème aux équipes qui les ont utilisées, mais on a réussi à s'en sortir. Donc voilà, donc tout ce travail scientifique pour mieux appréhender la connaissance des caractéristiques hygrothermiques des matériaux qui sont utilisés dans la rénovation. Et ça, c'est une grosse phase de travail, un gros boulot. Et donc, ça a donné, bien sûr, beaucoup de résultats de sortie. J'ai pris l'exemple avec des courbes ici, qui sont des courbes classiques pour les labos qui font ces travaux-là, mais c'est surtout en fait, des bases de données qui vont maintenant être utilisées pour les modèles qui vont avoir besoin de caractériser les matériaux avec une bonne connaissance de l'effet de la chaleur d'absorption sur les phénomènes d'hystérésis, dans le but de fiabiliser la prédiction du comportement hygrothermique des matériaux en rénovation, qui est un problème difficile. Ensuite, il y a eu toute une phase, alors ça c'est un bug, voilà, c'est plutôt celle-là, il y a eu toute une phase qui a consisté à développer des outils pratiques dédiés, alors, in fine à la filière, hein, à l'évaluation du risque hygrothermique dans les solutions de rénovation des bâtiments, avec toute une partie de diagnostic hein, sur la caractérisation des matériaux, un diagnostic aussi sur les instruments de mesure permettant de caractériser ces matériaux avant rénovation, des simulations utilisant bien sûr des bases de données matériaux, une meilleure maîtrise aussi des conditions initiales et des conditions limites, une simplification de l'outil. On voit ici une séance de travail qui a eu lieu pas plus tard que la semaine dernière à Nantes, donc avec le bureau d'études Wigwam, où là on a implanté un outil issu d'un outil détaillé pour en faire un dérivé plus simplifié, utilisable par les bureaux d'études et plus fiable quant à la connaissance du comportement d'un matériau par rapport à l'humidité relative, à différentes interfaces, et mieux comprendre le risque de tel ou tel choix d'acte de geste de rénovation par rapport à l'humidité relative. Donc ça aussi, ça a été un gros travail. Et voilà, donc il y a des cas concrets qui vont être étudiés. Il y a 3 cas concrets de mémoire qui vont être étudiés pour bien montrer comment ces outils peuvent apporter un plus par rapport aux outils qui sont utilisés aujourd'hui. Et puis, donc la phase de dissémination, bien sûr, qui va consister à divulguer toutes ces informations sur le travail qui a été réalisé. Voilà, de la communication sur ces nouvelles approches. Un référent terrain, l'idée pour les cas complexes, c'était d'avoir possibilité d'avoir accès au bureau d'études Wigwam en question, hein, en l'occurrence, pour des cas complexes qui nécessitent une expertise un peu plus poussée sur comment comprendre et comment utiliser des outils qui permettent de rassurer un geste ou un choix de rénovation par rapport à un risque potentiel lié à l'humidité relative. Voilà, donc une base pédagogique et puis forcément des documents en ligne qui vont traiter des cas les plus courants, toujours dans un but pédagogique et dans un but d'être utile à la filière. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas du tout au niveau du timing. À 14 minutes. Pas mal, pas mal. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, j'en ai 2. Je ne sais pas si vous l'avez précisé, mais quand vous parlez de l'humidité dans les isolants, vous avez parlé du type d'isolant ou est-ce que vous avez testé sur tout type d'isolant? Est-ce qu'il y a des biosourcés? Alors, au niveau des matériaux, alors ça, c'est plutôt dans la tâche comment dire, expérimentale où tous les matériaux ont été testés par les différents acteurs. Alors effectivement, il y a tout un tas de matériaux, mais pas que des isolants. Il y a des terres, hein, des terres cuites, des matériaux de construction, pas forcément des isolants, mais sur les 157 matériaux, moi j'ai pas la liste en tête, mais j'imagine qu'il y a quasiment tous les isolants du marché, et y compris les isolants biosourcés, les isolants classiques et moins classiques. Enfin, je pense qu'ils ont vraiment, et c'était le but, hein, de mesurer ce qui se passait en termes d'isotherme de sorption pour les matériaux dont on connaissait rien ou peu, parce que matériaux anciens, quoi, donc, mais isolants aussi, bien sûr. Et ma deuxième question, c'était par rapport à la valorisation. Vous avez parlé de la QC tout à l'heure. Est-ce que vous avez des liens directs pour qu'ils utilisent vos résultats et qu'ils les valorisent dans leur support? Alors, je ne sais pas répondre à cette question. Est-ce que l'AQC va se servir de ces résultats?
Thierry, est-ce que tu as des éléments ou... Oui, il y a une petite réponse à apporter. En tout cas, on s'est servi de l'AQC pour identifier les cas concrets de défaut. Peut-être que Cécile, qui parlera juste après avec moi, pourra compléter, mais en gros, l'AQC est intervenu dès le départ pour la sélection des défauts. C'est-à-dire qu'on a choisi nos défauts, Pascal l'a expliqué, comme étant parmi les pratiques les plus courantes de la Réno et qui croisent avec les défauts les plus courants identifiés par l'AQC, et l'AQC a validé ces résultats-là. Ensuite, sur l'exploitation future des résultats, c'est une question de dissémination après et de façon dont va se continuer le projet Smart Réno. Le projet Smart Réno, il a mis en évidence un certain nombre de choses. Il a montré la faisabilité d'un certain nombre de pratiques et de techniques, dont celles qui permettent effectivement de mieux évaluer les risques hygrothermiques. Après, si l'AQC a envie de s'en saisir et souhaite travailler avec nous, il me semble qu'ils ont aussi eu quelques projets du style projet innovation dans le cadre des C2E. Nous, on est quasiment tous partants, je crois, pour donner une suite et aller porter tout ça de façon plus pratique sur le terrain. Vous pouvez aussi vous appuyer sur les clusters, on est là. Petite pub interne. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Non. On va passer au volet 2 à ce moment-là. Du coup, je vais demander à Thierry du Forestel de venir nous rejoindre, et Cécile Jolas de Tipeee pour nous expliquer un petit peu les résultats du volet 2. Alors, je ne sais pas s'il y a des slides. Donc là, on est sur les outils d'optimisation et d'aide à la décision. Vous le faites à deux voix, vous voulez vous asseoir, restez debout. Allez, debout. Ouais, on a prévu un pas de danse. Ok, donc allons-y, volet 2. Donc, le volet 2, pour le situer, en fait, globalement, un petit schéma qui reprend l'ensemble de la démarche. Côté gauche, c'est ce qu'on a appelé la partie amont. C'est tout ce qui va traiter du diagnostic. Vous allez voir qu'on a fait du diagnostic, mais d'une façon un petit peu spéciale. Ensuite, on a les deux voies en parallèle, une en haut, une en bas. C'est la façon dont on a traité en fait la sélection des solutions de rénovation qui nous semblent les plus profitables par rapport à des besoins particuliers. Et donc ces deux voies finissent toujours par une préconisation, à un moment ou à un autre, mais on a tous débouché sur les préconisations, qui n'étaient pas forcément les mêmes, parce qu'on ne poursuivait pas forcément les mêmes objectifs. Okay, et puis cette phase de préconisation, finalement, ouvre la partie aval de nos travaux. Et dans cette partie aval, on va essayer de construire automatiquement, toujours, parce que le principe c'est qu'on soit automatique d'un bout de la chaîne à l'autre, donc de construire automatiquement des métrés, des devis, des estimations de délai des travaux, c'est des choses qu'on a évoquées ce matin, et aussi quelques points clés concernant le contrôle qualité de ces travaux. Et donc du coup, je vais commencer par la partie amont. Dans la partie amont, ce serait vraiment difficile de vous donner un détail et même un aperçu de par où et par quels états on est passé pour arriver à automatiser du diagnostic de bâtiment. Parce que ça fait appel à beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas au départ, intelligence artificielle, des choses comme ça. Mais en gros, pour résumer, ce qu'on a voulu faire, c'est on part d'une simple adresse postale. Donc notre point de départ, c'est une adresse postale. Et à partir de cette adresse postale, en fait, on va aller charger des tas de données brutes, hétérogènes, qui peuvent venir du cadastre, qui peuvent venir de photos Street View, qui peuvent venir de bases de données, de systèmes d'information géographique, mais en tout cas plein d'informations hétérogènes qui concernent en fait le bâtiment qui figure à cette adresse postale. Et ces informations, on va venir les traiter avec de l'intelligence artificielle, des règles expertes, etc. Un peu d'enrichissement. Et le résultat de ces traitements en fait, va fournir des paramètres qui vont aller renseigner un modèle de comportement thermique de bâtiment. Donc la partie totalement automatisée de l'amont, c'est ça en fait, des données hétérogènes qu'on récupère à partir d'une adresse, et tout ça va venir renseigner un modèle de bâtiment, et c'est ce modèle de bâtiment qui va être utilisé après, dans tout le reste de la procédure, pour faire le diagnostic. Et donc là j'aborde la voie du haut, donc c'est une voie qu'on a appelée par ordre de mérite. Cécile vous présentera la voie du bas, qu'on a appelée la méthode par optimisation. Et cette méthode par ordre de mérite, la voie du haut, elle se distingue de la voie du bas par le fait qu'elle souhaite examiner plusieurs types de besoins très différents. Alors, ça a été un petit peu évoqué ce matin dans les discussions de la matinée. Et là, pour illustrer le propos, en fait, on a pris 3 cas.
suffisamment contrasté. Le premier cas, c'est un primo-accédant, il sait qu'il va acheter pour quelques centaines de milliers d'euros, quelques dizaines de milliers d'euros un bien qui est plus ou moins en bon état. Il se dit, ok, je peux peut-être emprunter un peu plus et en profiter pour faire des travaux, mais je me vois mal emprunter plus que tant, et du coup, j'aimerais bien savoir où ça m'amène en termes de qualité. Un deuxième cas différent, celui-là, il a clairement été évoqué ce matin, c'est le propriétaire bailleur, propriétaire d'un logement étiqueté et qui se dit, si je le garde trop longtemps comme ça dans son état, bientôt je ne pourrai plus le louer du tout. Et la question, elle est un peu inverse finalement, c'est pour atteindre l'objectif un peu minimal qui me permettra de durer dans ma location, combien ça va me coûter. Et puis, il peut y avoir un troisième propriétaire qui a aussi été évoqué, c'est le convaincu, c'est celui qui veut le bien de la planète, de sa facture, de l'énergie et de tout ce qui va avec, qui n'a pas forcément de limite et qui se dit, voilà, si je veux aller au max du max, où est-ce que je peux arriver et combien ça me coûterait. Donc vous voyez, c'est des cas d'études qui sont relativement contrastés, ce n'est pas tout à fait les mêmes choses, et puis on peut en imaginer plein d'autres. Là, on a beaucoup parlé de consommation énergétique, d'étiquette énergie, mais ça peut être des besoins en termes de niveau de confort. Ça peut être des besoins en consommation CO2, ça peut être toutes sortes de besoins. Et donc à partir de là, en fait, il faut s'imaginer que la démarche finalement de préconisation de solutions, c'est toujours un peu la même chose. C'est-à-dire que les cas d'études, les use cases, ils peuvent être complètement différents, mais finalement la démarche est toujours un peu la même. C'est-à-dire qu'on a en haut là, un espèce de gros entrepôt dans lequel il y a plein de solutions. Okay, alors les solutions, comme ils sont dans les entrepôts, on a dit que c'était des colis. Et c'est des colis qui vont avoir différentes couleurs parce que nous, on s'est intéressé essentiellement à l'enveloppe du bâtiment, à la ventilation. Les couleurs, ça va représenter une couleur paroi opaque, une couleur paroi vitrée, etc. En gros, une fois qu'on les aura résolus, ces problèmes-là, on ne va pas faire 2 colis de la même couleur. On va les traiter une fois, pas 2. Voilà. Et donc, le problème, c'est toujours un peu le même. C'est le besoin de ce monsieur-là. Quelle solution je vais aller prendre dans mon entrepôt ? Quelles sont les solutions qui sont dans l'entrepôt qui seront les plus profitables par rapport à son besoin à lui et par rapport à son bâtiment à lui ? C'est toujours cette question-là qui se pose. Et c'est là que la notion d'ordre de mérite, c'est pour ça qu'on a appelé cette approche une approche par ordre de mérite. Le besoin de ce monsieur, finalement, il va toujours se traduire en axe des Y par une performance. Ça peut être un niveau d'étiquette, ça peut être une conso totale, mais en tout cas, ce sera un niveau de performance. Là, ce monsieur, lui, il voulait absolument arriver à une étiquette donnée. Donc, lui, il a une barre horizontale en termes de performance. Je veux dépasser cette barre-là. Et puis, derrière, tous les travaux ont un coût. Okay, et donc, à partir de là, ce qu'on va rechercher, c'est finalement comment est-ce qu'on peut classer toutes les solutions qui sont dans notre entrepôt en matière de coût par point de gain de performance. Toutes les solutions. Donc on va toutes les mettre dans le bâtiment, on va toutes les simuler en même temps, et après on va les classer dans l'ordre, mais par ordre en fait du meilleur rapport performance-coût. Voilà. Et donc à partir de là, vous voyez comment ça va se passer. On va dire pour vous, le premier colis qui sort, c'est celui-là. Par contre, il vous emmène là, c'est pas encore assez haut en performance, donc on va compléter par un autre colis qui va concerner un autre composant du bâtiment. Ça suffit toujours pas. Ensuite, on propose encore un troisième. Le vert, on est encore en dessous, mais on se rapproche. Et puis voilà, on a un colis, le bleu, qui permet de passer la barre. Alors, il est peut-être un peu cher, il fait moins gagner que les autres, mais ceci dit, il vous permet de passer la barre. Et vous avez la réponse à votre question, c'est-à-dire qu'avec cet assemblage-là, vous savez à quel prix vous allez arriver pour pouvoir répondre à votre question. Et donc, si j'illustre avec un autre besoin, qui est celui de la dame qui est là-bas, qui, elle, vous vous rappelez, ne voulait pas dépenser plus de X kilo euros, parce qu'elle avait déjà investi beaucoup pour acheter sa maison, et qui se disait finalement pour une performance, enfin pour un coût max qui est de ça, donc cette fois-ci la barrière elle est en coût, où est-ce que j'arrive ? On va empiler ces colis, toujours pareil, par ordre de mérite, et voilà, pour elle on va s'arrêter ici, voilà, et on pourra lui dire, voilà, pour ce prix-là, madame, le niveau de performance auquel vous pourrez arriver, ce sera celui-là, vous ne pourrez pas faire mieux. Voilà. Et donc c'est en ça que cette méthode-là, par ce qu'on appelle par ordre de mérite, va permettre en fait de personnaliser des réponses à différents besoins. Alors là, on a illustré avec 3, mais on va pouvoir répondre à des besoins extrêmement différents avec une même méthode et une même base d'outils. À partir du moment finalement où l'outil est capable de calculer le niveau de performance, alors on est capable de sortir cette méthode. Et je te laisse la parole à Cécile. Merci Thierry. Alors effectivement,
on a une vision amont qui était la même, qui est celle que dans le cas de la rénovation énergétique d'une maison individuelle, on a besoin d'informations pour reconstituer l'état énergétique existant. Il faut savoir de la base où on part pour projeter le futur. Donc on a fait tout un travail de collecte d'informations sur la base d'intelligence artificielle et de recherche de bases de données open source. Et la voie qu'on a ensuite tracée suite à la récolte de ces informations, une fois qu'on sait comment notre maison elle est à l'état existant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va proposer finalement au particulier qui veut rénover. Et face à l'amas de solutions et de possibilités qu'il a devant lui, en termes de vitrage, en termes d'isolation, d'épaisseur, de performance, etc., eh bien, nous, on est parti sur une démarche qui était déjà existante au sein de Tipeee, qui a été développée en partenariat avec le LASI, l'Université de La Rochelle, qui est une démarche qui s'appuie sur un outil qui s'appelle Renoir chez nous, qui est en fonction de solutions et de performances différentes, on va pouvoir, entre guillemets, en fonction de ce que va choisir l'utilisateur, lui proposer les tendances de rénovation les plus intéressantes. Je ne sais pas si on peut lancer la vidéo, s'il vous plaît. Donc comment ça se traduit pour effectivement proposer des scénarios de rénovation. Donc nous on a fait le cas de développer une chaîne, on l'a testé, c'est-à-dire on a développé une plateforme et donc je pense qu'on n'aura pas la vidéo, sinon c'est pas grave. Donc effectivement comme le disait Thierry, c'est que tu es en train de parler donc il n'ose pas lancer la vidéo. Si, allez-y, lancez-la. Au contraire. Bon. Non. Ouais. Donc effectivement, la personne va pouvoir, le principe ce serait qu'une personne se logue sur une plateforme et puisse constituer son projet ou ses projets. On sait que les personnes ont généralement peu d'informations sur l'état énergétique existant de leur bâtiment, donc on va essayer de lui faciliter la tâche, parce que le but c'est qu'elle perde le moins de temps possible. Donc à partir de son adresse, elle va on va directement la géolocaliser. Donc on va retrouver où la maison se situe et on va pouvoir la rattacher à sa parcelle cadastrale tout simplement via cadastre.gouv.fr qui aujourd'hui est en accès libre. Une fois qu'on a identifié la parcelle cadastrale de la personne, on va pouvoir automatiquement identifier sa maison. Sa maison, on va ensuite lui rattacher une performance existante. Alors comment on va lui rattacher une performance existante ? On s'est basé sur des bases de données européennes qui, statistiquement, sur la base de typologie d'ouvrages qui existent en termes de maisons individuelles, on sait que généralement une maison de telle année et de telle typologie a telle caractéristique dans les parois, dans les vitrages, dans les systèmes. Donc nous, on va lui demander l'année de sa maison, on reconnaît la typologie et entre guillemets, on va lui proposer un état existant. Parce que généralement, elle n'a pas d'information. Si elle a une information plus intéressante, elle peut corriger et venir, on va dire, bonifier l'information de lui-même. Ensuite, on veut récupérer tout ce qui est géométrie de la maison pour pouvoir ensuite accéder au métré. Donc ce dont on s'est amusé, c'est d'aller tester un petit peu la reconnaissance automatisée de composants de façade, parce que c'est pareil, généralement on n'a pas de plan, on n'a pas d'informations sur les quantitatifs. Donc l'idée c'est que la personne nous mette des photos de ces façades et une fois qu'on a téléchargé les photos de l'ensemble des façades, on va aller reconnaître les composants et on saura combien il y a de vitrages, combien il y a de murs, combien il y a de toitures, combien il y a de portes et on va du coup récupérer ces informations quantitatives, donc ce qui est pour aussi faciliter la saisie de métré derrière. Et nous, on va reconstituer un modèle géométrique de la maison. C'est l'objectif du projet, c'est de savoir si c'est faisable d'arriver à un modèle géométrique existant à partir de données complètement open source. Et l'idée derrière, c'est qu'on va lui proposer du coup des scénarios de rénovation énergétique qui se basent sur des algorithmes d'optimisation. Donc en fonction d'un ensemble de solutions de vitrage, isolant, d'épaisseur, etc., on va lui dire, bah voilà, pour telle performance et tel coût, la tendance intéressante en termes de choix sur les composants que vous allez sélectionner est plutôt celle-là. Donc l'idée vraiment à travers cette chaîne, c'était de faciliter toute la récolte d'informations depuis la base amont jusqu'à la restitution du résultat en aval, puisqu'on sait que le plus gros enjeu, c'est vraiment la récolte d'informations et d'éviter de, pourquoi pas, se déplacer, d'aller faire de l'audit sur place et d'avoir une première approche de réponse grâce simplement à de la récolte de données. Donc ça, c'est vraiment l'approche qu'on a eue. L'idée étant derrière que effectivement, on souhaite, un petit peu comme le dit souvent Thierry, dédramatiser un peu la rencontre entre la demande et l'offre, et notamment autour d'un sujet qui est un petit peu cristallisant, qui est celui du coût de la rénovation énergétique. Donc l'objectif, c'est quand on lui propose des scénarios ou des tendances, on lui associe un coût de scénario
pour que, entre guillemets, face aux propositions qu'il va avoir ensuite, il puisse savoir si ça se situe dans une référence, entre guillemets, observable sur le marché, ou est-ce qu'on est vraiment en dehors d'une référence qui est qui normalement touche classiquement le panel qu'on va lui proposer en termes de travaux. Donc pour ça, on s'est basé sur des statistiques de base de données de la rénovation énergétique qu'on trouve en France, mais qui ont aussi un petit peu le biais de ne pas toujours être classés par gamme ou performance énergétique. Donc on a essayé de corriger ce biais-là et de rattacher les coûts proposés en fonction de niveaux de performance qui sont associés. Donc ça, c'est l'idée d'apporter vraiment une vision partagée entre l'offre que va recevoir la personne et ce que nous, on leur a proposé, et du coup, le rassurer par rapport à l'estimation qui était faite. Et puis enfin, la dernière étape, et on parlait notamment sur les menuiseries avec la question des compribandes qui ne sont pas posées, c'est aussi en fonction du panel de travaux qui va être proposé, de lui donner des contrôles, voilà, des propositions de fiches de contrôle ou de points un petit peu d'observation sur lesquels il va devoir porter attention pour qu'effectivement, quand les travaux se réalisent, il sache que, attention, à telle étape ou au sujet de telle intervention, il faut qu'il ait un focus en termes de contrôle sur tel aspect, donc le contrebande par exemple, ou quand l'étanchéité à l'air avec les typologies de scotch qu'on utilise. Voilà. C'est vraiment aussi un petit peu apporter un éclairage aux clients, aux particuliers, en lui disant attention, il y a certaines observations sur lesquelles il faut porter, et nous, c'est ce qu'on veut lui apporter aussi au travers de tout ce chaînage d'informations. Voilà, je pense que c'est à peu près après ce qu'on a développé ensemble. Ce qu'on fournira, nous, c'est la démonstration que c'est possible de récolter de l'information à partir de bases de données publiques. Voilà, c'est possible de reconstituer un état énergétique de l'existant, de proposer des scénarios de rénovation en fonction de typologie de bâtiments, avec des coûts et des gestes de contrôle associés au programme de travaux. Voilà, c'est réalisable, c'est faisable. Et demain, l'idée, c'est de le généraliser à plus grande échelle, ce type d'outil, de démontrer que la technologie numérique apporte une facilitation, apporte aussi une vision un peu plus concertée entre les professionnels et le particulier autour d'une démarche globale. Et on s'inscrit vraiment dans le contexte actuel de l'ouverture de la donnée, des programmes Open Data, dans la continuité de la loi Le Maire 2016. On s'inscrit dans la continuité de ce qu'a annoncé Cédric O il y a quelques temps, avec un plan massif de 2 milliards d'euros sur les 5 prochaines années dans l'intelligence artificielle, et notamment sur tout ce qui est lié à l'énergie et l'environnement. Et on est aussi dans la continuité de ce que l'État investit dans le cadre de France Relance, avec l'IDAR HD, où l'ensemble de la France va être complètement numérisé pour faciliter aussi la captation d'informations. Donc voilà, nous aujourd'hui et demain, la future base de données bâtiment qui est développée dans le cadre de Profil, qui existe et qui va devenir publique, ou entre guillemets toutes ces données publiques, voire pas tout à fait publiques encore, mais qui vont le devenir, seront à disposition des acteurs. Et quand on aura ces outils qui sont développés, on aura presque, j'ai envie de dire, peu qu'à se plugger, et demain on pourra évidemment les lancer à plus grande échelle. Donc nous, on a démontré cette faisabilité et on l'a réalisé. Je ne sais pas si tu veux compléter, Thierry. Non, tu avais un slide de conclusion. Si tu veux pas le passer, ne le passe pas. Non. Tu veux que je le passe? Oui, c'était juste pour résumer, mais il me semble que quelque part, Florian l'a déjà dit ce matin, donc on va le faire très vite. Il faut s'imaginer que finalement, l'avenir de la rénovation, il faudra compter sur le numérique. Hein. C'est très clair. Il y a énormément de choses qu'on peut faire en utilisant le numérique, et ça se fera. Il y a des cibles institutionnelles, des règlements qui sont devenus plus favorables que ce qui existait quand on a commencé notre projet en 2018. Et donc quand on met ensemble comme ça toutes les possibilités offertes par le numérique pour simplifier tout ça, plus les règles institutionnelles un peu plus favorables avec des moyens adaptés, moi, je pense qu'il y a effectivement, en mélangeant les deux, le moyen de créer cette demande. Alors, c'est peut-être pour ça que j'ai posé une question ce matin, c'était pour faire un teasing sur la présentation de cet après-midi. Mais je pense qu'il y a tout qui est réuni là aujourd'hui pour faire exister une vraie demande de rénovation. Puisque c'est bien les gens qui vont maîtriser ce type d'outils et être les interlocuteurs de ceux qui voudront faire de la rénovation, qui vont exprimer ce qu'est le vrai besoin, qui vont mettre le doigt sur le fait que dans les technos qui existent aujourd'hui et sont toutes faites pour le neuf, il n'y en a pratiquement aucune qui est dédiée spécifiquement à la rénovation, etc. Que tel truc c'est trop cher, tel autre ça pourrait être un peu plus, mais il faudrait que ce soit un peu mieux, etc. etc. Donc je pense que c'est là que la demande va arriver. Et c'est au moment où cette demande-là existera, en fait, qu'on pourra passer à la phase suivante, qu'on commence à entrevoir, parce qu'il y a d'énormes investissements en Angleterre, aux États-Unis sur tous ces sujets-là. Tous les sujets
innovation technique, mais la préfabrication de systèmes un peu compliqués, les systèmes multifonctionnels, l'impression 3D, etc., etc. Tout ça, c'est des sujets qui commencent à toucher le bâtiment, sur lesquels il y a des investissements qui se font déjà, et qui se disent quoi? Qui se disent, finalement, tout le numérique là, qui est en train de se mettre en place dans le monde du bâtiment, et notamment dans le monde de la rénovation, c'est quelque chose qui rend plus facile tous ces trucs dont on parle depuis des années, et qui ne se font pas. Et pourquoi c'est plus facile? Simplement parce que si vous avez une vue 3D super fiable d'absolument tous les composants de votre bâtiment, c'est pas dur, avec cette vue-là et ces fichiers-là, d'aller piloter directement une usine qui va fabriquer les composants qu'il vous faut. Donc c'est la conclusion. Merci. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Peut-être pour l'enregistrement, je crois qu'il y a un enregistrement. Oui, bonjour, Sébastien Lescourt, Énergie Demain. On a développé avec un programme C2E un truc qui s'appelle le carnet de santé du bâtiment, que vous connaissez peut-être, Casbah, qui fait typiquement ce genre de choses. Est-ce que vous, EDF, vous développez également un outil qui va faire ça? Je me réfère au slide d'avant. Non, alors nous, EDF, EDF R&D, nous, on travaille sur toutes sortes d'outils. Notre boulot, c'est de regarder ce qui existe et ce qu'on peut faire au-delà, quoi. Voilà. Et après, pour ce qui concerne les outils développés par EDF, aujourd'hui, je ne peux pas vous donner de renseignements définitifs et fiables sur quel type d'outils on peut faire. Par contre, ce à quoi on se prépare, c'est vraiment à développer des outils qui sont adaptés à une grande variété de besoins. C'est à ça qu'on se prépare. Et ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable d'assembler des briques technologiques logicielles qui auront tout un sens individuellement, mais qui ne donneront un outil, au sens où vous l'entendez, que le jour où on les aura assemblés avec d'autres pour répondre à un besoin spécifique. Donc nous, c'est ça qu'on essaye de faire, de trouver des méthodologies et de trouver des briques élémentaires d'outils qui vont permettre d'avoir une approche par module qui permettra de faire une grande variété d'outils adaptés à des besoins très différents, très rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Merci. Philippe Chalderon, EDF. Oui, Thierry, moi je côtoie énormément de start-up dans mon job au quotidien sur la région Poitou-Charentes. Il y en a qui viennent nous voir pour obtenir des financements pour des projets probablement infiniment moins passionnants et avec un potentiel infiniment moins puissant que celui que vous venez de présenter. Donc ma question est toute simple. Est-ce que vous avez autour de vous des jeunes, pourquoi pas des jeunes, je pense que ça sera plus facile, qui s'intéressent à vos travaux, qui sont peut-être incubés dans vos structures, je ne sais pas, et qui auraient envie de lancer une start-up pour exploiter cet outil que vous venez de créer? Des questions de jeunes, c'est pour ça que je te laisse. Alors, on n'a pas de vocation aujourd'hui d'incubation au sein de Tipeee. Alors, EDF, j'imagine que c'est un petit peu différent. Après, on va dire qu'on dépose aussi beaucoup de projets de recherche. Enfin, on a une composante quand même de R&D à Tipeee qui nous amène à soit avoir des stagiaires ou des alternants ou des recrutements de jeunes. Donc on va dire qu'après, oui, on est quand même très porté sur l'innovation. Alors aujourd'hui, on ne fait pas sous la forme d'incubation avec des startups ou des choses comme ça. On fait des partenariats, par contre, avec des startups, ça oui. Donc par contre, si une startup a une idée, quelque chose qu'il souhaite collaborer avec nous sur un sujet ou développer, on sait monter des projets de recherche, aller chercher des financements dans ce cadre-là. On va plutôt être dans cet ordre de démarche. Ouais. Et côté EDF, on est très très ouvert aux startups, y compris aux startups qui viennent de l'intérieur d'EDF. Et il y a aujourd'hui effectivement sur ces sujets-là quelques idées, alors, quelques au pluriel, de valorisation au travers de startups dédiées, y compris de la part de certains de nos collègues, pour essayer de développer ce type de technologie. Et est-ce qu'on ne pourrait pas envisager que ce genre de solution soit proposé dans des plateformes de rénovation énergétique? On aimerait bien, oui. Peut-être que ce n'est pas des startups, c'est peut-être l'État. Hein. Merci, messieurs, dames, pour cette présentation très claire. On va aborder le volet 3 avec Marc Abadi de l'université.
Donc là, on va s'intéresser à un sujet qu'on a déjà évoqué déjà ce matin, c'est la prise en compte du confort et de la santé des occupants lors de la rénovation énergétique. Bonjour à tous. Donc oui, nous, c'est le volet 3, donc je vais présenter ça. Je vais voir si ça marche déjà. Oui. Donc nous, c'est la valorisation en termes pas économiques, en termes de confort thermique et de qualité de l'air, donc de santé de l'occupant après une rénovation, justement. Donc je vais vous présenter assez succinctement les différentes tâches du projet. Surtout à insister que je n'étais pas tout seul dans l'affaire. On était une vingtaine, plus d'une vingtaine d'intervenants au cours du projet. Donc projet entre 3 labos, on va dire, donc le LASI donc, de La Rochelle Université, TIPI et puis EDF R&D. Donc ce projet, donc, comme dans le volet numéro 1, on avait plusieurs tâches. Très rapidement, première tâche, étude biblio, réussir à définir correctement l'état initial des bâtiments qui nous intéressaient, qui sont ici des maisons individuelles. Donc définition en termes de thermique et en termes aussi de qualité de l'air intérieur, donc d'émissions de polluants en particulier. Donc c'était la première tâche. La deuxième tâche, c'était de définir quelles actions de rénovation nous allions étudier pour faire passer cet état initial à un état rénové et voir l'influence justement sur le confort thermique et la qualité de l'air intérieur. Donc ça, c'était plutôt de la biblio. Et une troisième sur la biblio, c'était toute la partie, donc la tâche 3, toute la partie qui allait nous servir en termes de modélisation, parce que ce volet-là est essentiellement de modélisation numérique, en fait, pour l'évaluation de ces effets. Et donc, on a fait donc, un recueil de tous les modèles dont on avait besoin et de tous les indicateurs derrière que nous allions utiliser pour créer un nouvel indicateur, qui est l'indicateur Smart Reno, que je vais vous présenter juste à la suite. Donc ces 3 tâches-là, vous pouvez déjà avoir accès aux livrables, ils sont sur notre site, Smart Reno, donc directement accessible en PDF. Je passe très vite parce que je vais en reparler. Donc tâche 4 et tâche 5, en fait, c'est justement le gros du travail numérique qui nous a occupé vraiment beaucoup de temps. En particulier la tâche numéro 4, là, pour se mettre d'accord, je vais vous réexpliquer ça dans quelques instants. Et la tâche 5, c'est l'analyse des résultats, donc, qui est en train de se faire. Et donc en parallèle de ce travail numérique, on a voulu quand même s'assurer de petites choses, d'aller chercher un peu plus profondément certains aspects que nous allions modéliser. En particulier, on a défini des indicateurs au cours de ce travail-là et on voulait savoir si sur site on était capable d'aller les mesurer réellement, ces indicateurs-là, et voire même faire le travail qu'on fait numériquement, c'est-à-dire d'aller avant une rénovation, aller mesurer les conditions hygrothermique et de qualité d'air avant rénovation, et puis laisser faire les travaux se dérouler, revenir après, remesurer et essayer de voir si on arrivait à quantifier justement cette variabilité, cette variation en termes de confort thermique et de qualité de l'air. Donc c'est la tâche 6.1 là, qui était marquée là. Donc les résultats, nous on vient juste de finir les mesures en fait le mois dernier, donc c'est une tâche qui n'est pas encore finie, on ne l'a pas encore analysée en termes de résultats pour l'instant. Une deuxième partie qui est la tâche 6.2 qui était sur le confort thermique. Donc des mesures en particulier. Ce qui nous a intéressé ici, c'est qu'on utilise des modèles de confort thermique dans nos modélisations. Modèle de Fanger, globalement, pour ceux qui connaissent, qui est plus reconnu comme modèle, mais il a des problématiques en particulier. Il n'intègre pas l'aspect psychologique d'adaptabilité, on appelle ça l'allisthésie thermique. Quand vous avez des phénomènes qui se répètent tous les jours ou plusieurs fois par heure, comme un déclenchement d'une climatisation par exemple, qui va s'arrêter, fonctionner, s'arrêter, ou un chauffage, qu'on pourrait faire de la flexibilité, on arrête le chauffage un peu, on remet le chauffage. Quand on tourne autour d'une température de consigne de cette manière-là, en fait, notre cerveau aussi, il identifie, il est en attente de cette variabilité. Donc on a voulu aller un peu plus loin dans ces modèles-là. Et pour ce faire, on a fait pas mal de mesures. On a fait 2 séances de mesures cette année, en été et le mois dernier, sur des panels, donc des gens qui sont venus donc, dans la maison Eureka à Tipeee pour leur faire subir justement ce type-là de variation et avoir donc leur faire remplir des questionnaires sur leurs sensations thermiques. Et on va analyser maintenant, là on est en phase d'analyse de ces résultats-là, voir si les modèles qu'on a utilisés sont bons,
ou s'il faut justement y apporter des modifications en termes psychologiques. Et enfin, la dernière tâche expérimentale, qui était donc également dans la maison Eureka ou dans les installations de Tipeee, sur la qualité de l'air intérieur. Là, on s'est intéressé essentiellement à la possibilité de remplacer nos appareils coûteux de mesure, justement, que ce soit en thermique. Alors, en thermique, c'est pas trop coûteux, mais ça a un certain prix pour réellement mesurer le confort thermique dans les ambiances. Un mât de confort, c'est pas non plus n'importe quoi, il y a pas mal d'instrumentation. Mais surtout en qualité de l'air, où on a des instruments qui sont très coûteux si on veut faire de la bonne mesure de qualité de l'air. Et en temps de calcul et d'analyse derrière. Et donc on s'est intéressé à la possibilité d'utiliser des capteurs, ce qu'on appelle les capteurs à bas coût, qui sont assez répandus maintenant depuis à peu près 5 ans dans le monde de la qualité de l'air, en particulier sur la mesure de particules. Puis après, il y a des mesures d'autres gaz, des composés organiques volatiles, pour lesquels ils sont un peu moins performants. Mais on a pu montrer là, dans cette étape-là que justement on pouvait remplacer facilement des appareils très coûteux d'une dizaine de kilos euros, on va dire, pour faire des mesures, des campagnes en dynamique de la qualité de l'air du point de vue particules en suspension. On pouvait très bien utiliser ces capteurs-là en remplacement. Et donc c'est un peu l'idée qu'on voulait développer pour pouvoir justement faire des études en amont d'une rénovation et après une rénovation avec ce type-là de capteurs qui ont l'avantage d'être peu coûteux, d'une part, et quasiment silencieux, voire très, très silencieux comparativement à de l'équipement scientifique classique. Donc ils posent moins de problèmes avec les occupants, en particulier l'acceptabilité d'avoir des appareils de mesure chez eux ponctuellement. Donc je vais revenir sur ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est nos simulations. Donc l'intérêt, c'était ça, c'était pouvoir définir un amont, donc une situation thermique et de qualité de l'air intérieur d'une maison, et puis d'y appliquer une ou des actions de rénovation, et puis d'en déduire par la modélisation une variation des variables de température essentiellement, pour ce qui est du confort thermique ou de l'humidité relative également, ce que j'ai mis ici, ou pour la qualité de l'air, tout ce qui était concentration. Donc nous, on s'est intéressé, quand on parle de qualité de l'air intérieur, les deux principaux dont on s'intéresse, ce sont les particules, qu'on appelle PM2,5 ici, et le formaldéhyde, qui est le composé organique volatile le plus connu, présent et problématique dans nos ambiances intérieures dans les maisons. Puis on a ajouté quelques polluants intérieurs comme le benzène, et extérieurs d'ailleurs pour le benzène, ou NO2 comme pour l'extérieur, puis d'autres composés également qu'on avait simulés. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire des simulations annuelles de ces variables-là, de toutes ces variables-là, pour chacune des pièces de la maison étudiée, pour pouvoir suivre, en fait, faire ce qu'on appelle le budget espace-temps, pour faire voir l'exposition des personnes au cours de la journée, au cours de l'année, en fait. Faire au cours des saisons, même, on a décomposé ça en termes de saison, pour avoir l'effet de ces concentrations-là sur l'exposition sur les occupants, et aussi pour déterminer un confort moyen durant ces périodes. Donc ça faisait beaucoup de données générées forcément par cas. Et donc après, l'idée était de pouvoir tout réduire à un seul chiffre. C'est facile à dire, dit comme ça. Mais c'est ce qu'on a essayé de faire, en tout cas, c'est ce qu'on a fait. Donc c'est ce qu'on a appelé l'indicateur Smart Reno. Donc c'est la première case que vous voyez ici, c'est une note en fait de 0 à 100. Donc 0 c'est le pire des cas, 100 c'est la meilleure note, avec un code couleur rouge quand c'est pas bon, vert quand c'est bon. Et puis comme on voulait quand même savoir un peu de pourquoi on avait ce 32 là par exemple dans cet exemple là, on a défini aussi des sous-indicateurs qui nous permettent de déterminer en fait tous les sous-indicateurs du haut c'est pour le confort thermique, tout ceux du bas c'est pour la qualité de l'air, et puis vous l'avez pour l'année ici la moyenne annuelle, et puis après pour chacune des saisons. En fait ça nous permettait de voir si je fais telle modification, où est-ce que j'empire le confort thermique par exemple, où est-ce que j'améliore le confort thermique, et de la même façon pour la qualité de l'air. Donc l'idée, c'était de pouvoir générer ce genre de résultats, une maison non isolée, une maison isolée avec certaines actions, donc un avant, un après. Et puis on a rajouté le même indicateur finalement qui nous donne le bonus-malus de l'action de rénovation qu'on étudie. Donc par exemple ici, là, on a un bonus, parce que c'est vert, de 4. On a gagné 4 points grâce à cette rénovation-là sur le confort thermique et la qualité de l'air prise ensemble. Sachant que en réel, on a gagné surtout en qualité de l'air et on a perdu un petit peu en confort thermique,
à cause de cette rénovation-là. C'est un exemple virtuel ici, je tiens à le préciser. Donc, notre étude bibliographique nous a permis de découper nos problématiques en fonction de l'âge de construction de la maison. Donc, on a fait trois périodes, en fait. Donc, les maisons avant 1948, donc on a défini comme une maison, en fait, avec un rez-de-chaussée et un premier étage. Un niveau initial F, à peu près. Et puis, l'idée étant qu'une rénovation complète pouvait nous faire sauter jusqu'à D, entre C et D, en fait, sur cette maison-là. Donc ça vient essentiellement de bases de données, Tabula, pour ceux qui connaissent, en particulier ici. Une petite particularité ici, alors, le chauffage a été légèrement sous-dimensionné dans ce cas-là. C'était une volonté, sachant que c'est une vieille maison, c'est pas forcément un chauffage adapté dans la vieille maison. Et puis, il n'y a pas de système de ventilation. La ventilation se fait uniquement par les infiltrations. Donc, c'est une maison initialement qui est avec beaucoup d'infiltration, du simple vitrage, avec des espaces, des fenêtres non jointées. Donc, une étanchéité à l'air assez importante et donc forcément une ventilation qui se fait par les infiltrations essentiellement ici. Pas de système de ventilation. La deuxième maison qu'on a simulée, c'est une maison de plein pied. Donc, qui correspond donc à cette période au milieu. Donc là, pareil, j'ai juste mis quelques points. Ici, on a une ventilation installée, donc ventilation par conduit, dans cuisine et pièces de service. Donc ventilation naturelle ici, pour ce cas-là. Et puis la dernière, la plus récente, en fait, on a repris exactement la même maison qu'on a augmentée de 10%. C'est à peu près ce qu'on voit dans le parc français, en termes de surface. Et donc là, on a un niveau initial forcément énergétique un peu meilleur, c'est une maison beaucoup plus récente, et on a une VMC autoréglable posée ici en cas initial. Donc nous, ce qu'on va s'intéresser, c'est le résultat pour cette maison la plus récente, parce que c'est celle par laquelle on a commencé en fait notre travail, et puis on verra aussi le résultat rapidement pour la maison la plus vieille, parce qu'il y a vraiment des différences entre les deux. Top. Ah oui, j'allais oublier. Il fallait bien qu'elle soit localisée quelque part, ces maisons. Donc on a choisi de parcourir la France, les zones climatiques, pour avoir des différentes zones climatiques ici. Donc on en a choisi 3 ici, Trappes-la Rochelle et Nice. Et puis 3 niveaux de pollution extérieure, typiques sites urbains, périurbains et rural. Donc ça, c'est des données qu'on peut faire, c'est surtout avec Typique qu'on a fait ça. On avait fait une autre étude par ailleurs sur la définition de ce genre de scénario de pollution extérieure, puisqu'on est fortement impacté par la pollution extérieure dans nos maisons. Les actions de rénovation qui ont été étudiées. Donc la première, c'était remplacement des fenêtres, donc qui ont un impact à la fois sur les déperditions, forcément, dans notre cas, qui ont aussi un impact sur l'étanchéité de l'enveloppe, donc qui diminue l'étanchéité de l'enveloppe, qui augmente, l'étanchéité de l'enveloppe. La deuxième action, c'était une isolation donc, par l'extérieur, donc qui ont un peu près les mêmes influences, conséquences par rapport au côté thermique de déperdition et d'étanchéité. Une isolation par les combles, donc ça c'est le classique, le triptyque classique, on va dire. On a considéré également une autre type de rénovation, qu'on pourra cumuler avec les autres, bien entendu, qui était de décorer, on appelait ça décoration peinture à plus, c'est-à-dire en fait on va aller enlever globalement les vieux matériaux qui sont plutôt émissifs en termes de composés organiques volatiles, donc c'est relatif à la qualité de l'air, soit en les retirant tout complètement et en remplaçant par des nouveaux matériaux, on change le placo ou on fait ce genre de choses, ou tout simplement en peignant avec une peinture peu émissive les matériaux existants qui ont tendance à piéger les pollens à l'intérieur de la paroi, mais qui ne vont plus émettre en fait vers l'intérieur, donc vers les occupants. Donc c'est un cas qui souvent finalement quand on fait de la rénovation, on va aussi aller refaire des peintures. C'est un cas assez classique. Et puis bien sûr, la dernière action qu'on a étudiée, c'est le remplacement du système de ventilation ou de la mise en place d'un système de ventilation mécanique. Et donc la tendance actuelle étant à l'IGRO B, on a mis de l'IGRO B en termes de simulation.
Donc ça, ce sont nos 5 actions de rénovation. Et puis on s'est amusé également à faire des bouquets. Alors on n'en a sélectionné que 2. On a voulu faire un bouquet où on faisait les 4 premières, et puis on oubliait de s'occuper de la ventilation. Et puis le dernier bouquet qui est le bouquet complet où on fait tout. Donc on essaye d'améliorer à la fois, diminuer les déperditions, changer le système de ventilation pour que globalement ça consomme moins, parce que les VMCI gros B, c'est ce qui consomme le moins, à part le double flux, mais qui n'est encore pas utilisé massivement. Et puis en termes de qualité de l'air, avec le piégeage, on va dire, de l'émission des matériaux. Donc voilà ce qu'on a pu produire en fait. Donc dans le livrable en fait, qui sera disponible à la fin de l'année, vous aurez toutes les configurations possibles, donc les 3 périodes de maison, les 3 localisations. Donc c'est ce qui est marqué ici. Donc ça c'est la maison la plus récente, hein, c'est ce que j'ai mis ici, après 75, qui est positionnée à Trappes en fait ici, zone climatique H1, et puis qui est dans la ville, donc en position avec une pollution extérieure urbaine. Et donc je ne sais pas si vous arrivez à voir de loin. Moi je vois parce que je suis tout près. Mais dans l'ordre, c'est l'état initial. Donc il y a une seule représentation ici de nos indices. Donc pour la maison la plus récente, on a une note de 69. Je ne vais pas rentrer dans le détail hein, pour l'instant. D'autant plus qu'on a déjà pas mal dépassé le temps. Je suis désolée. C'est vrai ? Oui. Oula. Alors je vais aller très vite. Je peux avoir 2 minutes ? Ça devrait pouvoir être fait en 2 minutes ? Non, je prenais le temps justement parce que je regardais le compteur et je voyais pas. Bon, désolé. En fait, on a travaillé à 2 équipes avec des outils différents. Donc, la première chose, c'est qu'on a fait ce cas-là, chacun de notre côté, et puis après, on s'est vu, on a vu qu'on avait des choses complètement différentes, et puis à force de travailler, on a réussi à converger. C'est ce que je voulais montrer ici, c'est que nos bonus-malus, que ce soit par la première équipe ici du LASI ou la deuxième équipe de FR&D, on obtient à peu près les mêmes bonus-malus pour chacun des cas. C'était l'idée. Ce n'était pas forcément évident dès le départ, mais ça nous a permis de nous assurer des bonnes données d'entrée en fait, et du bon traitement par derrière des données qu'on générait. Et puis donc, du coup, ce qu'il va falloir retenir, c'est que sur le confort thermique pour ces maisons les plus récentes, il n'y a pas beaucoup de variations en fait, sur le confort thermique. On a utilisé plusieurs modèles de confort thermique, plusieurs indicateurs en fonction des saisons. Il y aura tous les détails dans le livrable. Par contre, sur la qualité de l'air, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup plus... Alors, pas forcément pour les 3 premières actions de rénovation qui sont uniquement sur les déperditions, mais pour ce qui est de l'étiquetage A+, ou de la ventilation. Donc là, ça peut être contre-intuitif. Ça veut dire si vous remplacez votre ventilation VMC autoréglable sur une maison récente par une I gros B, vous empirez la qualité de l'air intérieur. Parce que vous réduisez considérablement le débit, par 2 à peu près, de renouvellement d'air. Donc là, comme on a une problématique de polluant, si on n'agit que sur la ventilation, on a une problématique de polluant intérieur, et dans ce cas-là, donc on empire à ce moment-là, les concentrations augmentent et on empire la qualité de l'air. Par contre, si vous faites un bouquet, si vous piégez les polluants intérieurs et vous remplacez la ventilation, c'est le dernier bouquet, vous arrivez quand même à gagner en qualité de l'air au final. C'est ça qu'il faut, tout en gagnant du côté énergétique, puisqu'on a moins d'air neuf à réchauffer en hiver, par exemple. Donc ça, c'était le résultat global. Pour la maison la plus ancienne, on a des choses un petit peu différentes. Donc je passe vite. Ces deux graphes-là, on a beaucoup plus de variabilité, enfin beaucoup plus d'effets des actions de rénovation à la fois sur le confort thermique ici et sur la qualité de l'air, qui au final se traduisent réellement par des variations beaucoup plus grandes que précédemment. Donc ce qu'il faudrait retenir ici, donc nous on est parti de la page blanche hein, sur ces simulations-là, des 2 côtés, hein, aussi bien chez EDF que chez nous. On avait les outils, on avait certaines connaissances, mais on est parti de la page blanche, donc on a enfin cette plateforme de simulation, cet environnement-là pour pouvoir faire ce genre d'études. Bon, il y aurait plein d'autres choses à faire. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est globalement plutôt faible sur le confort thermique. Ça ne change pas grand-chose, hein. On gagne en termes de consommation énergétique, on réduit la consommation énergétique avec les actions de rénovation, mais ça ne change pas énormément le côté thermique, sauf pour les maisons les plus anciennes. Et l'effet est beaucoup plus important sur la qualité de l'air, donc il faut faire attention. Mais par contre, ce qui est aussi à retenir, c'est que c'est toujours positif, quels que soient les cas, c'est toujours positif quand on fait un bouquet complet, qu'on s'attaque à toutes les cibles finalement qui régissent ça. Et donc tous les résultats, donc, comme je le disais, sont disponibles à la fin de l'année, donc sur notre site smartrenault-lr.fr.
Et désolé pour le temps. Non, non, il n'y a pas de souci. Je vous ai mis Je- un petit coup de pression. Non, mais vous avez J'adore bien ça. fait. J'avais pas vu du tout. Comment je prenais mon temps. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Ça laisse le public sans voix. Je vais trop vite. De toute façon, je pense qu'on aura accès, Camille ou Wendy, au support